10h-13h, Maxime Liédot. C'est la pépite qu'il faut absolument se procurer pour passer de bonnes vacances et se marrer autour des barbecues, lors du dîner, sur la plage, si vous aimez lire en bronzant. Ça s'appelle Les politiciens les plus cons de l'histoire. Bonjour Bruno Fugni. Bonjour. Vous êtes écrivain, historien, maître de conférences à Sciences Po et l'auteur de plus de 35 livres sur l'histoire parlementaire et politique. Et ça vous a donné le droit de faire cette petite pépite parce qu'on parle de rois, on parle de présidents, de ministres, de députés, de sénateurs, de gens qui ont parcouru la vie politique en Europe, en France, aux États-Unis et qui, on va pas se mentir, ont quand même des profils auxquels il faut rendre hommage. Alors, il y en a plein. Il y a des catastrophiques, il y a les eurotomanes, il y a les navrants, il y a les brutes, il y a les incultes. Et le livre a ça, vous mettez une petite phrase de Barès qui parle de cette intelligence qui est cette petite chose à la surface de nous-mêmes, mais encore faut-il l'avoir et c'est pas donné à tout le monde. Comment vous est venue l'idée de faire ce petit bouquin chez First Edition dans cette collection Les plus cons de l'histoire, d'aller regarder du côté des politiciens? En fait, ça fait très longtemps, une trentaine d'années, que j'étudie la vie politique et parlementaire, alors y compris dans ses aspects nobles, les grands discours de Victor Hugo, les grandes lois, la loi de 1905, toutes ces choses qui me passionnent. Mais quand vous commencez à lire, à aller aux sources, à lire les débats parlementaires d'autrefois, les vieux journaux, les rapports parlementaires, voilà, etc. Bah, forcément, vous tombez sur des personnages un peu bizarres, vous tombez sur des déclarations absurdes. Je pense à ce député qui avait interrompu un discours de Victor Hugo en disant « L'Assemblée ne veut pas écouter Monsieur Victor Hugo, car Monsieur Victor Hugo ne parle pas français. » Bon, c'est quand même stupéfiant. Oui. Et en creusant un peu, je découvre que ce bonhomme était un poète raté. Donc c'était à la fois un opposant politique, mais aussi quelqu'un qui en voulait à Hugo d'avoir réussi, lui. Avec une vraie question d'ego. Voilà, exactement. Et donc il y a souvent des petites choses comme ça. Et donc petit à petit, j'ai accumulé comme cela un certain nombre de fiches, on peut dire. J'ai fiché la vie politique, non seulement française, mais internationale. Et donc l'idée, c'était de rassembler de l'Antiquité à nos jours, tout pays confondu, vraiment le pire de la politique, tout ce qu'il ne faut absolument pas faire quand on a des responsabilités politiques, que ce soit au niveau d'un État ou d'un conseil municipal. Il y a de tout, il y a du dictateur, ou il y a qui décide tout d'un coup de déclencher une guerre pour faire respecter et pour avoir un match de football. Il y a l'histoire de cet empereur qui, au beau milieu d'une conquête, se décide d'aller faire un petit saut dans la rivière et il a oublié d'enlever son armure, donc il se retrouve à être noyé. Et Alain Bauer, qui est le directeur de cette collection chez First et qui décline quelques phrases françaises qui, là aussi, permettent une jolie entrée en matière. On a notamment la phrase de Bernard Kouchner qui dit « La contraception doit avoir ses règles ». C'est sûr que dans le langage français, ça a quand même son pesant d'or. Et même Emmanuel Macron récemment qui dit « La réforme des retraites, on fera cela quand on tombera les masques ». C'est-à-dire que c'est vrai que quand on doit être comme vous au cœur de toutes les déclarations politiques, on doit avoir une sacrée mine d'informations. Est-ce qu'il y en a un ou une qui vous a plus donné envie qu'un autre, vraiment un mot qui vous a guidé en disant « Ah oui, si on est capable de sortir ça, ça doit forcément pouvoir en faire un livre ». Il y a un personnage complètement oublié, mais pour lequel j'ai une petite tendresse, c'est Charles Duclerc, qui était un homme politique du 19e siècle en France, et un peu second couteau quand même, mais à un moment, à la énième crise politique, on lui confie le soin de former son gouvernement. Donc vous imaginez, c'est quand même une sacrée tâche. Voilà. Et il se dit, bon, je ne vais pas faire appel à tous les leaders un peu connus, parce que ils vont m'écrabouiller, donc il va faire appel à des députés, à des sénateurs un peu comme lui, pas très très connus. Et il ne se rend absolument pas compte que la moitié des ministres qu'il recrute portent un nom d'animal. Hérisson, Labuse, Duvaux, Varambon, etc. etc. Et donc évidemment son ministère sombre dans le ridicule, parce que vous imaginez, pour les caricaturistes, et son gouvernement va être appelé la ménagerie, et il va tomber au bout de 3 mois. Puisque vous parliez de gouvernement et d'obligations, notre gouvernement actuellement se retrouve face à certaines obligations, notamment celle de faire un budget, de trouver des économies, et alors dès les premières pages, on tombe sur une anecdote extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de Charles Godefroy de la Tour d'Auvergne qui se trouve finalement avoir de l'argent qui continue à être versé suite à un contrat signé en 1700? Oui, c'est ça. Au XVIIIe siècle, donc ce personnage qui était duc de Bouillon était content d'un de ses hommes de loi et a voulu lui octroyer une pension. Donc une somme qui lui serait versée chaque année. Une pension élevée, 2000 livres, c'était beaucoup d'argent à l'époque. Et ce monsieur qui s'appelait Linotte dit « Oh, monseigneur, c'est beaucoup trop. Je ne voudrais que 1000 et non 2000 livres, mais pensez à ma femme, à mon fils, il faudrait qu'elle soit réversible. » Oh, pas de problème, se dit le duc, en se disant, il est vraiment complètement crétin ce Linotte, je lui propose 2000, il veut 1000, on lui donne les clauses qu'il veut, évidemment. Sauf que Linotte, en tant qu'homme de loi très très bon, minutieux, voilà, a rédigé des clauses telles
qu'elles valent toujours aujourd'hui. C'est-à-dire du XVIIIe siècle à aujourd'hui, le fils de cet homme-là continue à percevoir combien maintenant ? Les descendants, qui d'ailleurs maintenant sont luxembourgeois et plus français, touchent toujours leur rente annuelle. Alors simplement, ça représentait beaucoup d'argent jusqu'en 1914. Après, avec la Grande Guerre, le franc a cessé d'être indexé sur l'or. Et puis après, il y a eu l'inflation. Après, il y a eu le passage des anciens francs aux nouveaux francs. Donc aujourd'hui, ça ne représente plus qu'1,12 €. Donc même si on supprimait la rente Linaute, ça ne rétablirait pas complètement l'équilibre des comptes en France. 40 milliards qu'on recherche. Voilà. En fait, la rente Linaute, elle a un intérêt quand même, c'est qu'elle prouve que la France respecte ses engagements, puisque vous voyez une rente qu'on s'est engagé à verser. C'est une valeur à ce point aujourd'hui, c'est-à-dire que la rente Linaute a cette valeur historique de dire, mais regardez, nous, quand on s'engage, on le fait jusqu'au bout. En fait, c'est un monument national, c'est la plus ancienne rente d'État encore servie au monde. Extraordinaire. Et on a ça en France, d'où l'utilité de lire votre livre à plusieurs égards, Bruno Fulini. Dans quelques pages plus loin, il y a ce cas aussi, puisqu'on parle beaucoup de notre relation avec Donald Trump, de la relation aux États-Unis. Bien sûr, la France a vendu la Louisiane à un certain moment, on est au XVIIIe siècle, et vous racontez que François Barbé Marbois, qui était le ministre du Trésor public à l'époque, c'est lui qui a négocié cette vente, et il se pourrait qu'on soit presque en capacité de récupérer la Louisiane, si on voulait. Oui, donc c'est à l'époque de Napoléon Bonaparte, ce ministre qui s'appelait François Barbé Marbois vend la Louisiane. Alors il est mandaté pour cela par son gouvernement, mais la négociation n'est pas excellente, puisque j'ai calculé, il a vendu la Louisiane pour l'équivalent actuel d'1 € l'hectare, c'est quand même pas grand-chose, et surtout ce qu'on appelait la Louisiane à l'époque, c'est beaucoup plus vaste que l'État de la Louisiane d'aujourd'hui. C'est un quart du territoire des États-Unis, ça couvre une partie du Texas, ça couvre une partie du Colorado, ça couvre le Missouri, l'Iowa, l'Oklahoma, le Kansas. Donc on a vraiment bradé ça à cause de la très mauvaise négociation du ministre Barbé Marbois, qui deviendra par ailleurs président de la Cour des comptes, ça c'est quand même délicieux. Ah oui, c'est sublime. Et puis surtout, on s'est rendu compte rétrospectivement qu'en fait Bonaparte avait absolument pas le droit de céder un territoire comme ça par une simple négociation, une cession. Voilà, troc, ouais. Il fallait une loi. Et donc en fait, les Américains qui voudraient échapper à Trump pourraient contester la transaction, la faire annuler et devenir français. Mais est-ce que certains hommes politiques français se sont penchés sur ce cas-là en disant est-ce qu'un jour vraiment on pourra envisager de récupérer la Louisiane, ou c'est toujours resté hypothétique ? Ça reste hypothétique, mais au fond, Trump réclame le Groenland. Pourquoi est-ce que nous ne réclamerions pas la Louisiane ? Ça pourrait être un argument de négociation. En effet, restons du côté des présidents américains, parce qu'il y a le 15e président des États-Unis dont le nom est clairement devenu une injure. Est-ce que vous pouvez nous raconter quel est son destin pour qu'aujourd'hui il soit haï on va dire, sur la totalité du territoire américain ? Oui, Buchanan, c'est devenu un gros mot aux États-Unis parce que c'est un président qui, par ruse, lâcheté, un mélange un petit peu de tout cela, a laissé pourrir la question de l'esclavage. Et en fait, c'est à cause de lui qu'il y a eu la guerre de sécession. C'est le président qui est à la Maison-Blanche juste avant Lincoln. Et donc, le pauvre Lincoln, quand il est élu, va avoir cette guerre sur les bras et les conséquences de cette guerre à gérer à cause d'une politique totalement irresponsable qui a été menée par son prédécesseur, qui est considéré comme le pire président de l'histoire des États-Unis, et dont le nom est devenu une injure politique aux États-Unis. Vous voyez, il y a un intérêt à écouter Sud Radio, c'est que même si dans les prochains jours vous devez aller aux États-Unis, vous aurez une petite insulte locale, et ça fait toujours bien dans le paysage américain. Les politiciens les plus cons de l'histoire, c'est chez First Edition, et c'est signé Bruno Fulini. Vous allez voir, on a de tous, les érotomanes, les brutaux, les violents. C'est un formidable petit almanach pour justement avoir de la culture, du rire et se plonger dans les coulisses politiques jusqu'aux confins de l'absurde. Vous êtes bien sur Sud Radio et on y retourne dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Là, il faut faire un petit détour, si vous êtes dans le coin, par un bureau de tabac qui fait librairie, une poste, bref, un endroit où vous pouvez acheter ce livre. Les politiciens les plus cons de l'histoire, c'est aux éditions First, et c'est écrit par Bruno Fulini, qui a eu la bonne idée de récolter, après des heures et des heures à surligner, à noter, examiner des rapports, des débats parlementaires, de consigner en réalité tous les politiques les plus absurdes. Ça va. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'on peut picorer. Je le dis vraiment pour ceux qui nous écoute, c'est débordant de petites anecdotes, ça dépasse rarement plus d'une page, on déambule dans les époques, dans les pays, et c'est vrai que quand je dis qu'on déambule dans les époques, on a vraiment du mal à croire certaines choses. Par exemple, ce qui se passe du côté du Parti chrétien-démocrate suédois,
en 2002, où quand même une candidate propose à un moment que à la télévision soient diffusés pendant toute la journée des programmes érotico-porno. Oui, dans son esprit, ça allait raviver un petit peu les couples et donc relancer la natalité qui en a bien besoin en Suède. Alors, le réarmement démographique. En quelque sorte. Elle s'appelle Thérèse Kirkpili. Simplement, bon, c'était une proposition qui n'engageait qu'elle, qui n'était pas vraiment dans la ligne du parti chrétien-démocrate suédois, et donc elle a été virée de son parti. Elle n'a pas été élue, elle a été virée, mais au moins elle a eu son petit quart d'heure de célébrité avec cette proposition-là. Et puis elle a eu le mérite d'aller jusqu'au bout de ses idées, ce qui est toujours pas mal. Quelqu'un aussi qui allait jusqu'au bout de ses idées, ça se passe du côté du Royaume-Uni. C'est quelqu'un qui a eu une phrase fantastique, c'est une façon de tonton flingueur, celui qui devait être nommé ministre de l'Agriculture et qui ne l'a pas été à cause de son accent. Ça, c'est quand même fantastique. Et qui a eu cette phrase: je suis d'un âge où je peux maintenant me retourner avec le plus grand plaisir et dire aux gens d'aller se faire foutre. C'est quand même une histoire fantastique, ça. Oui, mais c'est une triste histoire parce que c'est un homme politique qui a fait sa carrière, je dirais, de député de base. Et puis à un moment, Tony Blair l'appelle pour le nommer ministre. Il est très content, et au lieu de dire yes, point, il développe ce qu'il ferait en tant que ministre. Et du coup, Tony Blair se dit: mais ce type a un drôle d'accent, c'est un accent écossais, c'est pas celui que je voulais appeler. Et donc Tony Blair raccroche et appelle son quasi-homonyme qui, lui, va être nommé ministre. Donc vous imaginez, après ça, forcément, on se pose des questions sur son engagement. Oui, et puis il y a quelque chose de formidable, parce qu'on trouve des pépites, par exemple. Ça, c'est quand même une façon de se dévouer à la politique et étonnante. Ce qui se passe du côté de l'Ukraine en 2003, avec une candidate qui n'est pas élue, qui obtient moins de 100 voix. Et racontez-nous un peu quelle est la décision finale. À l'origine, c'était un candidat, qui se présente au municipal, qui fait un score vraiment minable. Et donc, bon, on a le droit d'être déprimé après un échec électoral, mais chez lui, ça va très loin. Il considère qu'il n'a pas vocation à se reproduire après avoir été aussi minable, et il se castre. Voilà, tout simplement. Donc quand on dit parfois faut tirer les leçons des échecs électoraux, on n'est pas obligé non plus d'aller jusqu'à cette sanction. Dans les plus récents, est-ce que vous en avez retenu, parce que je le dis, on voyage dans l'histoire, le 18e, le 19e, les époques, les pays. Est-ce que dans les récents, il y en a qui vous ont marqué, où vous dites on est quand même dans un pays formidable, parce que dans les dernières années, on a eu le droit à des pépites? Si on va du côté du Royaume-Uni, où il y a déjà une petite tradition d'excentricité en politique, on trouve quand même des choses par exemple, on trouve des choses assez extraordinaires. Je voudrais vous dire un mot de John Sewell. Vous savez que maintenant, à la Chambre des Lords, il n'y a plus beaucoup de lords héréditaires. On nomme lords des gens qui ont un petit peu financé leur parti. Donc là, c'est un homme politique travailliste qui est nommé membre de la Chambre des Lords et même vice-président, président de commission, donc un personnage important. Et voilà que là, on est en 2014 et voilà que commencent à circuler des photos ou des films, des vidéos. Il est en train de sniffer de la cocaïne avec un groupe de prostituées en braillant que son indemnité parlementaire n'est pas suffisante et qu'il ne pourra pas payer comme elle le mérite les filles qui l'accompagnent. On le découvre portant un soutien-gorge rouge sous son blouson de cuir. Enfin bon, donc, et bref, là, évidemment, les tabloïds anglais adorent, s'en emparent, et il va être surnommé Lord Cock. Et alors, du coup, évidemment, en 2015, il démissionne. Là, il a une parole de bon sens. Il déclare: je servirai mieux la Chambre des Lords en la quittant. Un bon une résumé. lucidité tardive, mais une lucidité quand même sur la fin. Et ce qui est délicieux, parce que quand on creuse, on trouve toujours la pépite dans la pépite, c'est que Lord Cock, en fait, il présidait la commission de l'immunité et de la tenue, qui est chargée des bonnes manières, des règles de bonne conduite au Parlement britannique. Il y a aussi en France quand même notre petite dose d'électricité, d'excentricité, pardon, une petite dose d'électricité aussi, on en aurait bien besoin, mais plus une dose d'excentricité dans ce cas-là. On se souvient tous, on a tous joué au jeu Je te tiens, tu me tiens par l'art Barbichette. Il y en a quand même eu un qui a voulu pousser la démonstration jusqu'au bout, au point d'aller voir à l'époque, on va dire, le président. Oui, c'est-à-dire que nous sommes sous la Troisième République, dans les années 1900, et sous le septennat du président Fallières. Et Armand Fallières était un président très proche du peuple, d'origine rurale, il aimait bien marcher, et donc il faisait sa promenade quotidienne autour de l'Élysée, sans escorte, sans rien, juste pour le plaisir de marcher, de regarder un peu la ville, de saluer les gens. Et donc il faisait sa petite promenade comme ça, et un jour sur les Champs-Élysées, il y a un garçon de café qui lui était plutôt royaliste, donc plutôt un adversaire politique, qui voit passer le président de la République, qui se précipite sur lui et qui lui tire la barbichette. Effectivement, alors c'est vrai qu'Armand Fallières avait une barbiche assez
assez caractéristique. L'autre l'attire, évidemment, là, on appelle la police, le bonhomme est arrêté, on lui dit, mais qu'est-ce qui vous a pris? Et sa réponse est stupéfiante. Il répond, je croyais qu'on avait le droit. Voilà. Si le président a une barbiche, a-t-on le droit de la tirer? A priori, non. Il a été assez lourdement condamné pour outrage au chef de l'État. Donc toujours un peu de respect du dignité de la personne. Est-ce que c'est envisageable aujourd'hui? Est-ce qu'on trouve la même qualité de réplique, de répartie chez les hommes politiques aujourd'hui? Vous êtes, je le rappelle, Bruno Fuligny, écrivain, historien. Est-ce que quand on se plonge dans l'état des rapports parlementaires aujourd'hui, on voit encore ce style de langage, cette répartie, vraiment ce mot qui peut rapidement nous faire éclater de rire? On trouve, alors après la question c'est est-ce que c'est de l'humour volontaire ou involontaire? Voilà, il y a parfois des choses, je me souviens de cette phrase extraordinaire d'un ancien ministre de l'enseignement supérieur qui a dit j'ai interrompu le cours de sexologie car il ne débouchait ni sur la maîtrise ni sur la licence. C'est très bon. C'est soit génial, soit une bourde incroyable et c'est difficile de trancher. Après il faut pas idéaliser le passé, il y avait aussi de très très mauvais orateurs, de très très mauvais politique dans le passé, et puis des génies comme Clémenceau. Moi, j'ai mis tout ce livre, comment dirais-je, sous l'égide de Clémenceau, qui a fait cette déclaration définitive. En politique, on succède à des imbéciles et on est remplacé par des incapables. Ce qui est très bien parce que du coup, il se mettait dedans. Il avait conscience qu'en politique, on est toujours on est toujours le con d'un autre. Et c'est vrai qu'il y a énormément de phrases de Clémenceau qui sont cultes, qu'on entend ici et là, et qui sont vraiment d'une cruauté formidable et donc d'un humour vraiment fantastique. Vous parliez tout à l'heure des personnages pour lesquels on peut avoir une certaine affection. Vous faites la liste, vous avez un petit sommaire où vous décrivez, on va dire, le différent niveau de conneries d'une certaine manière. Il y a les excessifs, les érotomanes, les malchanceux, les navrants. Vous qui êtes l'auteur de ce livre, Les politiciens les plus cons de l'histoire, pour lesquels en général vous avez une petite tendresse, où on va dire, vous pardonnez un peu plus facilement que les autres. Bah, les maladroits, des gens qui sont pas plus bêtes qu'un autre, comme on dit dans un grand film, qui ont mené leur carrière et qui à un moment inexplicablement ou par malchance ont fait un faux pas qui leur a coûté très très cher. Je vais prendre deux exemples rapides. Un député qui était tout le temps réélu sans problème, un député radical de l'Oise qui s'appelait Théodore Baudon, et puis il se rend compte qu'avec l'inflation, l'indemnité parlementaire qui n'avait pas été augmentée depuis près de 70 ans, ne permet plus de vivre, quoi. Donc ça, c'est voilà. Là, on est en 1906 et donc Baudon, au lieu d'augmenter doucement et habilement et par palier cette indemnité parlementaire, a l'idée bizarre et incongrue de l'augmenter de 66% en une nuit par un texte qu'on fait voter en urgence. Donc vous imaginez le scandale, les réactions dans la presse, et non seulement ça fait scandale et ça va discréditer pour longtemps toute la vie parlementaire française, mais lui-même va être battu aux législatives qui suivent alors qu'il avait toujours été réélu. Et puis plus près de nous chronologiquement et plus loin géographiquement, ayons une pensée pour ce ministre de l'ordre public en Albanie, Spartak Poshi, qui est convié à un sommet international en Grèce. La Grèce et l'Albanie ont une frontière commune, donc il se dit je vais y aller en voiture, j'ai une belle voiture puissante automobile. Voilà. Et donc il prend sa voiture, il franchit la frontière et là il y a des appareils, vous savez, à l'entrée de l'espace Schengen qui se mettent à sonner. On se rend compte qu'il circule dans une voiture volée. Le ministre de l'ordre public, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur, circule dans une voiture volée, qui est immédiatement confisquée. Il va devoir attendre qu'on lui envoie un hélico. Enfin, tout ça est extrêmement gênant. Alors, je vous rassure, parce que les politiques ont de la ressource. Depuis, il est devenu ministre des Transports. Donc, comme quoi, voilà. Quand on sait faire les choses et quand on les fait bien, on se replace et on trouve sa place. Merci beaucoup, Bruno Fuligny, d'avoir été sur Sud Radio. Les politiciens les plus cons de l'histoire. Je recommande vivement aux auditeurs de s'emparer de ce petit bouquin, notamment pour les vacances d'été. Vous voulez lire sur un transat, les pieds dans l'eau, peu importe, vous allez picorer des anecdotes de tous les siècles, de tous les moments, avec un personnel politique qui parfois en effet laisse à désirer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle après-midi aussi sur Sud Radio. De notre côté, on se retrouve lundi, même heure, même studio. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.